المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Liban, premier conseil des ministres pour le gouvernement de Tamam Salam. Depuis le début de la vacance présidentielle, le cabinet débat du mécanisme par lequel il devra exercer les prérogatives du chef de l'État. Washington l'a confirmé, un djihadiste américain a commis un attentat suicide dans le nord-ouest de la Syrie. Il s'agirait de la première attaque de ce genre commise par un Américain depuis le début de la guerre en mars 2011. 4e anniversaire de l'assaut des forces israéliennes contre le Mavi Marmara au large de la bande de Gaza. L'incident reste le principal obstacle à toute normalisation des relations entre Israël et la Turquie. Et à suivre également dans ce journal, à 12 jours du coup d'envoi du mondial de football, le Brésil dévoile son impressionnant dispositif de sécurité. 157 000 policiers et militaires vont être déployés pour veiller au bon déroulement de la compétition. Le gouvernement de Tamam Salam a tenu en soirée son premier conseil des ministres depuis la fin du mandat du président Michel Sleiman. À l'ouverture de la séance, le Premier ministre a rappelé que l'article 62 de la Constitution confère au cabinet de manière intérimaire les prérogatives du chef de l'État en cas de vacance à la magistrature suprême. Le texte est clair, certes, mais sa mise en œuvre est sujette à de multiples interprétations. Par exemple, les ministres doivent-ils participer à l'élaboration de l'ordre du jour ou seulement prendre connaissance de son contenu décidé par le Premier ministre? Ou encore, les décrets qui relèvent des prérogatives présidentielles doivent-ils être signés par tous les ministres ou uniquement par le Premier ministre et le ministre concerné? Si aucune décision n'a été prise, le débat sur ces questions s'est déroulé dans le calme. Le prochain Conseil des ministres a été fixé à mardi 16h. Un énorme incendie s'est déclaré à l'aube dans la vallée de Jdita, dans la Bekaa, ravageant des tentes de réfugiés syriens. L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue. Les flammes ont causé des dégâts matériels, mais aucune victime n'est à déplorer. Une trentaine de tentes ont été détruites. Une enquête a été ouverte pour déterminer si le feu était un acte criminel ou un simple accident. Et toujours dans la Bekaa, un bâton de dynamite a explosé cette nuit sous une voiture syrienne de type Kia dans la ville de Hersel. Un jeune homme et une jeune fille qui étaient à l'intérieur du véhicule ont été blessés. Le chef de la municipalité de Hersel a de son côté assuré aux médias qu'il s'agissait d'une dispute personnelle et que les dégâts de l'explosion sont uniquement matériels. Un Américain a commis un attentat suicide en Syrie. Washington l'a confirmé. Selon le département d'État, le kamikaze s'appelle Munir Mohammed Abu Salha, mieux connu sous son nom de guerre Abu Hurayra al-Amriki. Selon une vidéo publiée par des défenseurs du Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, cet homme a aidé à conduire un attentat terroriste à l'aide d'un camion bourré d'explosifs dimanche dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie. L'attaque, qui vise un restaurant fréquenté par des soldats de l'armée, a fait une douzaine de morts. Toujours selon le département d'État, il s'agirait de la première attaque suicide de ce genre commise par un Américain depuis le début de la guerre en Syrie en mars 2011. Washington s'inquiète de l'afflux de combattants étrangers en Syrie. Le New York Times fait état d'environ 100 Américains qui se seraient rendus dans le pays. Le quotidien précise par ailleurs que l'homme aurait grandi en Floride. Il était âgé d'une vingtaine d'années et avait des origines moyen-orientales. Et puis, toujours en ce qui concerne la Syrie, des médias iraniens rapportent qu'un commandant des gardiens de la Révolution, l'armée d'élite du régime, a été tué en défendant un lieu saint chiite. Ni les circonstances de sa mort, ni les détails sur son rôle dans la guerre en Syrie n'ont été révélés. Une information qui intervient alors que Téhéran continue de démentir que ces hommes combattent les rebelles aux côtés des forces de Damas. Depuis le début du conflit, l'Iran aide la Syrie en lui fournissant des renseignements, du matériel et des conseillers militaires. C'était le 31 mai 2010, il y a 4 ans, jour pour jour, une flottille d'aide humanitaire tente de briser le blocus israélien de Gaza. L'État hébreu envoie alors un commando armé à l'assaut du navire Mavi Marmara. 9 activistes turcs sont tués. Cette affaire a profondément altéré les relations diplomatiques entre Israël et la Turquie. Pour tenter de renouer les liens, le Premier ministre israélien a présenté des excuses officielles l'an dernier. Et puis l'État hébreu s'est engagé à indemniser les familles des victimes.
Mais les discussions bloquent sur le montant de ces indemnisations. Autre motif de friction, la décision récente d'une cour de justice turque qui réclame un mandat d'arrêt international contre des anciens responsables de Tsahal impliqués dans cette opération. 4 ans après l'affaire, donc, le Mavi Marmara reste le principal obstacle à toute normalisation des relations entre Tel Aviv et Ankara. Nouvelle journée sanglante en Afghanistan. Au moins 12 personnes, dont 7 femmes, ont été tuées ce matin par l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule. Les victimes revenaient d'un mariage dans la province de Ghazni. Cet attentat intervient à 2 semaines du second tour de la présidentielle qui aura lieu le 14 juin pour désigner le successeur de Hamid Karzai. Dans un instant, en direction l'Écosse, la campagne pour le référendum sur l'indépendance est officiellement lancée. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. L'armée ukrainienne poursuit son offensive dans l'Est pour y déloger les séparatistes pro-russes. Selon le ministre de la Défense, l'opération lancée il y a près de 2 mois a déjà permis de nettoyer partiellement les régions de Donetsk et de Louhansk. Mais la situation sur le terrain semble encore loin d'être pacifiée. En témoignent les évacuations de civils, la multiplication des pillages et les enlèvements. L'OSCE est ainsi toujours sans nouvelles de 2 équipes d'observateurs qui pourraient être aux mains des rebelles. Dans un entretien téléphonique avec François Hollande, Vladimir Poutine a souligné la nécessité pour les autorités de Kiev de mettre un terme à leur opération dans l'Est et d'engager des pourparlers avec les séparatistes. De son côté, le nouveau président ukrainien s'est dit prêt à dialoguer avec Moscou pour détendre la situation dans la région. Il rencontrera par ailleurs Barack Obama mercredi en Pologne. Washington accuse Pékin de déstabilisation en mer de Chine orientale et les États-Unis ont promis qu'ils ne vont pas rester passifs si l'ordre international est menacé. Jeudi, des avions de chasse chinois ont notamment frôlé des appareils militaires japonais au-dessus de la mer de Chine orientale, objet d'un contentieux entre les 2 pays. Le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, n'a pas mâché ses mots lors d'un forum sur la sécurité en Asie-Pacifique. Ces derniers mois, la Chine a entrepris des actions unilatérales de déstabilisation pour faire valoir ses revendications en mer de Chine orientale. Hagel a également apporté son soutien à la volonté japonaise de jouer un rôle plus important dans le maintien de la sécurité en Asie. Une volonté réaffirmée lors de ce forum par le Premier ministre nippon Shinzo Abe. On reste en Asie et pas d'élection en Thaïlande avant au moins 1 an. C'est l'annonce faite par le chef de la junte militaire au pouvoir. Le général Prayut Chan-o-cha a dévoilé une feuille de route qui prévoit une première étape de réconciliation nationale dans un pays profondément divisé après 7 mois de crise politique. La seconde étape sera consacrée à la mise en place de réformes et à la rédaction d'une nouvelle constitution. La 3e étape, qui correspond à la tenue des élections, pourrait intervenir dans 15 mois. Un calendrier jugé beaucoup trop long par les États-Unis qui ont condamné, au même titre que l'Union européenne, ce coup d'État de l'armée thaïlandaise. Je vous l'annonçais en titre, à 12 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le dispositif de sécurité est en place au Brésil et il est impressionnant. Les autorités veulent à tout prix éviter les débordements qui pourraient menacer le bon déroulement de la compétition. Pour cela, elles se sont dotées d'une salle de contrôle ultramoderne à Rio de Janeiro et elles ont mobilisé des militaires pour appuyer les forces de police. Les militaires, en plus de leurs tâches habituelles comme le contrôle des structures stratégiques et de l'espace aérien, vont contribuer à faire respecter l'ordre dans les rues. 150 000 policiers et militaires seront ainsi mobilisés pendant la Coupe du Monde. Jamais le Brésil n'avait déployé un tel dispositif de sécurité. Les autorités ne veulent surtout pas revivre les violences qui ont émaillé la dernière Coupe des Confédérations. Les Écossais vont-ils dire oui ou non à l'indépendance? Les partisans des 2 camps sont partis officiellement en campagne en vue du référendum du 18 septembre prochain. 4 millions d'Écossais de plus de 16 ans seront appelés à se prononcer sur l'accord qui lie l'Écosse à l'Angleterre depuis 307 ans, plus de 3 siècles donc. À ce jour, les sondages donnent 30% d'Écossais en faveur de l'indépendance et 40% de contre. Il reste encore beaucoup d'indécis qui peuvent renverser le vote dans 4 mois. Pendant que les partisans du oui et du non arpentent le territoire écossais, les gouvernements d'Écosse et du Royaume-Uni se sont lancés dans une bataille de chiffres, promettant tous 2 un avenir plus riche et plus sûr aux citoyens écossais. Une étude de l'Université de Washington estime que près de 30% de la population mondiale est aujourd'hui obèse ou en surcharge de poids. En 30 ans, les proportions n'ont fait qu'augmenter. Si tous les pays ne sont pas égaux devant le phénomène, la tendance est bien globale et continue
et constitue un vrai défi de santé publique. États-Unis, Royaume et Australie sont les plus atteints, mais ils sont talonnés par des pays comme le Mexique, où presque un enfant sur deux est en surpoids. Et même si l'augmentation de l'obésité a légèrement ralenti depuis 2006 dans les pays développés, aucun pays dans le monde n'a jamais réussi à inverser complètement la tendance. Il s'appelle Dragon V2. Ce vaisseau spatial devrait pouvoir, d'ici 3 ans, transporter des astronautes américains vers la Station spatiale internationale. La société américaine SpaceX du milliardaire Elon Musk a mis au point un module capable de transporter jusqu'à 7 astronautes pour un prix 3 fois moins élevé que ce que paient actuellement les États-Unis. Le premier vol habité devrait avoir lieu en 2016. Mais revenons sur Terre. À ce jour, tout l'enjeu pour la NASA, c'est de ne plus dépendre des vaisseaux russes Soyouz pour envoyer ces hommes rejoindre l'ISS. Pour un montant de 70 millions de dollars le vol par astronaute. En plus d'être coûteux, cela devient urgent compte tenu des fortes tensions entre Moscou et Washington autour de la crise ukrainienne. Et pour finir, un heureux événement en vue sur le Rocher, c'est désormais officiel. Le prince Albert II de Monaco et son épouse Charlène attendent un enfant pour la fin de l'année. Le couple s'était marié le 1er juillet 2011 dans la principauté. Depuis, les monégasques espéraient la naissance d'un héritier pour perpétuer la dynastie des Grimaldi au pouvoir depuis 700 ans. Et c'est sur ces images princières que l'on se quitte tout de suite. Le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, premier conseil des ministres pour le gouvernement de Tamam Salam. Depuis le début de la vacance présidentielle, le cabinet débat du mécanisme par lequel il devra exercer les prérogatives du chef de l'État. Washington l'a confirmé, un djihadiste américain a commis un attentat suicide dans le nord-ouest de la Syrie. Il s'agirait de la première attaque de ce genre commise par un Américain depuis le début de la guerre en mars 2011. 4e anniversaire de l'assaut des forces israéliennes contre le Mavi Marmara au large de la bande de Gaza. L'incident reste le principal obstacle à toute normalisation des relations entre Israël et la Turquie. Et puis à 12 jours du coup d'envoi du mondial de football, le Brésil dévoile son impressionnant dispositif de sécurité. 157 000 policiers et militaires vont être déployés pour veiller au bon déroulement de la compétition. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن.